Merci beaucoup, Ahmed, d'avoir accepté un peu l'invitation. Ahmed donc, Belkodja, qui est un des trois fondateurs du Bureau Fala, fondé en 2013 avec Ana Luisa Suarez et Felipe Magalhães. Alors, pardon pour la prononciation du nom de Felipe, mais voilà, tu me corrigeras si besoin. Donc, je suis très heureux, moi, d'écouter un peu le travail du Bureau Fala, un bureau qui m'intéresse beaucoup et qui a une place très importante, je dirais, en Europe en ce moment, en bouleversant un peu quelques modalités de conception et de représentation, je dirais aussi. Un petit mot un peu du cadre, pour rappel un peu à tout le monde, dans lequel on invite le Bureau Fala aujourd'hui. Donc, c'est un cours que j'organise là pour la première fois ce semestre sur la question des assemblages. Et en fait, que je construis à travers une espèce de double lecture, à la fois une lecture des grandes œuvres d'art, des assemblistes un peu du XXe siècle. Et de cette lecture, j'ai une espèce de grille comme ça, une quadripartition de lecture, économie, fragments, ordinaire, et réel. Et à travers ces quatre grandes thématiques, issues des artistes assembleurs, je regarde ou on décrypte les assemblages de bâtiments d'après-guerre. Donc, depuis, en gros, Édouard Albert jusqu'à plus récemment, par exemple, Yann de Wilder. Et en fait, cette grille de lecture, elle permet de décortiquer et de se saisir des modalités, des langages des architectes auxquels on se confronte. Donc à ce titre, voilà, le bureau d'architecture Fala était pour moi presque un incontournable, contemporain, une pratique récente, très effervescente. Et comme en regardant un peu plus près, Fala voulait dire parole, je m'en suis rendu compte assez récemment. Je me suis dit que quand on parle de langage, c'était intéressant, voilà, de les inviter. Donc je remercie beaucoup à nouveau Ahmed et puis tous ses associés et je te laisse la parole tout de suite. Un petit mot pour les étudiants, je pense qu'on on a un petit peu de temps après pour discuter, poser des questions. Donc c'est un peu la règle, je pense, d'essayer de préparer là, voilà, quelques interventions pour après. Vous pourrez les écrire sur le côté, vous pourrez les dire. La conférence est en français, donc c'est encore plus simple. Voilà, merci beaucoup et à tout à l'heure. Bonne conférence. Alors, merci beaucoup Thibaut, merci pour l'invitation. D'abord, je voudrais m'excuser parce que je vais faire la conférence en français, puisque ce sera mieux qu'en anglais. Et, alors, je vais essayer de partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran ? Vous avez mon écran ? Oui. Oui. Très bien. Bon, alors, merci d'être là. Je vais commencer simplement par expliquer en deux mots qui on est. Effectivement, on est un bureau qui a été fondé en 2013. J'ai finalement donné un titre à cette présentation, j'ai appelé Fiction in vivo. Je vais expliquer un peu plus en détail pourquoi ce titre, je pense que ce sera assez clair, mais le bureau donc, a été fondé en 2013 par, disons, on est trois architectes, deux Portugais et moi-même. Et le bureau fonctionne, je suis maintenant en fait assis ici, on est dans un espace à travailler, on est 8 en ce moment, et on travaille simplement donc projet après projet dans cet espace. Donc c'est un espace qu'on a rénové pour être le bureau, mais je ne vais pas expliquer ce projet plus en détail. J'ai pas mal de slides à vous montrer, donc je vais essayer d'aller assez vite. On a fait des projets de toutes sortes qui vont du meuble à des réflexions pour des concours à assez grande échelle. Je vais commencer par une petite introduction que j'ai appelée le rêve d'Adèle, en fait, que Toyo Ito a appelé le rêve d'Adèle. C'est un des architectes qui est un de nos héros, on va dire. Et il a fait
un projet au début des années 80 qui me semblait d'intérêt pour introduire ce sujet, qu'il a appelé lui-même le rêve d'Adèle, Adele's Dream, et qu'il introduit de la manière suivante. C'est en fait une maison assez banale comme programme pour un architecte japonais de cette période. La maison a, disons, il y a beaucoup de thèmes qui sont pour nous très intéressants dans cette maison, mais je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont il présente le projet. Il nous raconte en fait une histoire. Il nous dit, il y a quelque temps, un ami m'a montré un croquis d'un intérieur. Cet ami a vécu à Paris. Le croquis apparemment vient de là-bas. Le croquis était accompagné d'une note par une fille qui se nommait Adèle, qui étudiait le design dans les années 20 à Paris. Est-ce qu'elle était au courant du Corbusier? Alors, on ne voit pas ce croquis. C'est juste une histoire qui sert à informer le projet. Le croquis, nous dit-il, transmettait de manière naïve la vivacité et l'aspect direct d'un âge qui aspirait à de nouvelles vies dans de nouveaux espaces urbains. Et donc, en fait, ce qui m'intéressait, c'est qu'on a appris quelques décennies plus tard, pour les 2-3 personnes que ça intéresse, que cette histoire est complètement fictionnelle, que cette Adèle n'a jamais existé, que ce croquis n'a jamais existé, que c'est une histoire inventée autour de quelques verres d'alcool avec d'autres architectes dans une soirée tokyoïte. Mais pour la personne qui découvre le projet dans un de ces magazines tirés à des dizaines de milliers d'exemplaires à l'époque, le projet est présenté à partir de là. Donc à partir de cette fiction totale. Ensuite, il y a une description du projet, bien entendu. Le projet ressemble à ça. Il a beaucoup d'intérêt, notamment il se construit autour de différentes zones climatiques, hiver, été. C'est un peu on pourrait dire du Lacaton vassal en couleur. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est cette idée de cette fiction qui présente l'œuvre ou qui tourne autour de l'œuvre et qui en fait semble compter plus pour l'architecte que la réalité des clients et de la demande prosaïque autour du projet. Ça, j'en parlerai plus tard. Et donc, j'ai décidé de parler de plusieurs projets. Je les ai organisés en différentes grandes catégories. Ces catégories ne sont pas exclusives dans le sens où certains des projets, enfin la plupart des projets en fait pourraient en fait appartenir à la plupart de ces catégories si on les regarde sous un certain aspect, mais je vais peut-être souligner certains de ces aspects aujourd'hui. Donc, le premier projet, c'est un projet qu'on a fini enfin le mois dernier. C'est une maison aussi, qu'on a appelée la maison pour 3 générations. Voilà son plan de site. C'est un site assez particulier puisqu'il est, en fait, on pourrait dire comme ce que les Américains appelleraient un flat iron, un fer à repasser, donc en bout de l'eau, on peut dire. Et donc, on a décidé d'organiser ça sur un plan carré et sur un étage. Sur un étage, c'était la demande des clients. La demande des clients était d'avoir 3 générations dans cette maison, donc les enfants, les parents et un couple des parents d'un des parents. Voici les façades, je vais en parler un peu plus tard. Ce qu'ils nous ont demandé aussi, c'est d'avoir autant d'autonomie que possible entre les différentes générations. Donc le geste a été en fait très simple et très direct. Ça a été de concevoir chacun des coins en fait, de ce carré pour une des générations. Donc on a une des générations dans un carré, une dans un triangle, une dans un quart de cercle. Et ce qui nous intéresse en fait le plus, c'est l'espace négatif qui est créé par ce premier geste, donc qui en fait sert de salon, salle à manger. Donc voilà, ensuite c'est un plan qui fonctionne presque comme une machine. On a chacune des 3 unités avec une forme différente est coupée par un mur à 3 mètres de la façade, ce qui définit la chambre. Le reste est les services, donc salle de bain. Ici, il y a aussi une petite buanderie ajoutée à ça. Ensuite, il nous a semblé très important d'avoir une forme de centre dans ce projet. En fait, notre chance, ça a été que le client a été un peu... Le client nous a demandé de séparer la salle de bain, la cuisine du salon. Chose qui nous semblait criminelle pour le projet en quelque sorte. Et
D'autant plus que sa raison pour cela était qu'il ne voulait pas, je cite, voir sa femme cuisiner lorsqu'il regardait la télé. Ce qui me semblait non seulement affreux comme raison, mais aussi, de toute manière, non cohérent avec la volonté du projet qui était d'avoir cet espace commun partagé. Donc en fait, ce que nous lui avons vendu, entre guillemets, pour utiliser un mot un peu vulgaire, c'est l'idée que cette colonne centrale permettait par la suite d'ajouter quelques partitions qu'il voudrait. Et donc finalement, c'est ça qui a été construit comme une espèce de réduction du mur de séparation à un minimum, à un point, en fait. Et donc, qui sert simplement à ponctuer l'espace. Pour nous, en fait, c'est avant tout un centre, un élément qui presque devient un symbole de la maison. Maintenant, cette colonne au centre n'est pas exactement au centre, mais surtout, elle ne porte pas la toiture. Et donc, nous avons décidé de l'arrêter juste avant le plafond, une quinzaine de centimètres. Ce qui fait qu'au premier abord, on se balade dans l'espace, on ne perçoit pas forcément qu'elle ne touche pas le plafond. Mais en fait, disons, la raison première, c'était que si elle devait être structurelle, elle aurait dû être beaucoup plus massive. Et il nous semblait important qu'elle ait vraiment ce caractère minimum, entre guillemets. Les façades ensuite fonctionnent de manière aussi presque machinistique, on pourrait dire. Chaque salle de bain a une fenêtre ronde, toujours les mêmes. Chaque chambre a une fenêtre carrée. Et ensuite, l'espace commun a une fenêtre d'angle. Et donc, voilà les collages d'espace intérieur sur les 4 angles. Donc, ce projet est en fait le projet qui a été le plus long dans le bureau. C'est un des premiers projets qu'on a démarré. Il est enfin fini. Mais j'ai pas les images du projet fini seront bientôt avec nous. Donc, chacune des différentes entités a une porte très marquée en bleu. Et ici, on voit, c'est ce que je disais avant, ici, vous voyez au centre, en tout petit, les armatures de la colonne visible. Donc, c'est en fait très léger, ça n'est, à vrai dire, ça n'est presque rien à l'échelle du projet. Ici, par contre, à gauche, vous voyez la structure véritable, c'est-à-dire les armatures de la colonne qui est en fait cachée dans le mur, qui porte l'ensemble du bâtiment. Et cette tension nous semblait cruciale pour le projet. Ici, ça c'est des dessins dont je parlerai peut-être un peu plus tard, qui essayent d'amener l'ensemble du projet en un dessin. Donc ici le plan, la toiture et des façades. Un autre projet qui fonctionne autour d'une colonne qu'on a fini récemment, celui-ci, c'est aussi une maison, cette fois au cœur de Porto, dans un de ces lots qui, petit à petit, se transforment tous en logements spéculatifs de plusieurs étages. Ici, la demande un peu particulière de nos clients, c'était d'en faire une maison unifamiliale, en fait, chose qui est de plus en plus rare. Donc, en fait, le genre de choses qui existaient sur ces terrains avant, comme on voit sur les voisins directs du bâtiment. Donc, ça, c'est l'expression côté rue. Les deux façades, donc il y a une différence d'un niveau entre le jardin et la route. Et en fait, ici, le plan est extrêmement simple. Il s'agit chaque chaque étage est divisé en 4 cadrans. Un fonctionne pour les circulations verticales. Un des autres cadrans est la salle de bain et les deux autres sont les pièces. Maintenant, à l'étage inférieur, celui qui est en connexion directe avec le jardin est un salon salle à manger, qui lui donc n'est pas subdivisé, mais où seule la colonne centrale persiste. Donc ici, les revêtements de sol. Là, donc, on peut deviner les différentes fonctions. Une des pièces, c'est un garage. Ces deux pièces-là sont des chambres. On a ici un bureau. Et donc, la disposition exacte de ces différents cadrans vient en fait de dimensions minimales imposées par les différentes normes portugaises. Et ce qui impliquait en fait que la colonne devait permettre de gérer, en fait, on va dire, les non-alignements, on pourrait dire, entre ces lignes. J'expliquerai ça peut-être un peu plus tard. Ensuite, comme la colonne n'a pas besoin de séparer les différentes pièces au rez-de-chaussée, on a décidé de la couper, puisqu'en fait, la portée entre les deux murs latéraux
est largement faisable avec le système structurel. Donc, on a 5 mètres environ de large, ce qui fait que la colonne flotte et qu'on peut aisément passer le balai dessous, notamment. Ici, vous avez donc le collage du rez-de-chaussée. Ensuite, on a décidé de traiter le sol avec un motif qui suggérait une échelle plus grande que celle des petites dimensions de marbre qui permettaient de rendre la construction faisable dans le budget. Et ensuite, les pièces, simplement, ont toutes la même valeur. Ce sont des pièces avant d'être des pièces destinées à des fonctions. Ici, on voit dans les étages supérieurs la colonne qui sert en fait de charnière, qui connecte les différentes pièces. Donc, toutes les portes en fait, se ferment dessus. Elle sert en fait aussi de cadre, ou de demi-cadre. Donc, bien sûr, j'ai essayé d'enlever beaucoup des références dont on parle souvent dans le bureau de la présentation. Ici, il s'agit simplement de parler, encore une fois, d'un centre, d'un projet autour de ce qu'on pourrait appeler une charnière. Et aussi, bien sûr, la qualité de cette colonne qui devient un élément expressif. Très clairement, en fait, toutes les volontés expressives du projet sont presque condensées dans cette colonne, mais qui sert aussi à connecter les différentes pièces. On en voit, bien sûr, du champ et sa porte à Paris. Donc, en fait, la colonne, c'est ce que j'expliquais avant, les non-alignements. Les différents murs, comme vous le voyez ici, ne sont pas alignés. Et donc, la colonne, en fait, sert aussi on pourrait dire j'ai pas le mot, de ce qu'on appelle en anglais un jig. Elle sert en fait à colmater les espaces, en fait, en quelque sorte. Ensuite, chacune des différentes faces, chacun des différents coins de cette colonne visible depuis les pièces est différent, donc elle a différentes formes. Comme on le voit, ça c'est la colonne qui passe à travers les différents espaces, les différentes portes. Et ce que je voulais vous montrer, je vais aller assez vite. Voilà, ici, donc depuis chacune des pièces, la colonne offre un différent jour, un différent visage. Et ici, donc une photo, ça c'est sur le coffrage en métal qui a été donc on a dû faire pour cette colonne. Et ici, une photo de la colonne depuis dessous. En fait, il a fallu carrément la construire jusqu'aux fondations et ensuite la couper. Ça a été le moyen le plus efficace de faire ça. Et ici, on voit donc la colonne qui flotte et qui devient une espèce de provocation qui structure la vie de ce rez-de-chaussée partagé. Et donc, ensuite, il y a cette courbe qui vient aussi de nécessité technique, mais qu'on a essayé de rendre la plus expressive possible. Ensuite, c'est un projet à très petit budget. Il faut savoir qu'au Portugal, le marbre coûte moins cher au mètre carré que le parquet. Même les skylights, ici, on voit au dernier étage, sont faits en fait à partir d'éléments préfabriqués qui sont normalement conçus pour faire des égouts et des éléments techniques. Donc ici, on voit les rapports entre les différentes pièces. Et là, l'ensemble du projet comme une image à rayon X, en quelque sorte. Ça, je vais parler un peu plus longuement de ce mode de représentation un peu plus loin dans la conférence. Et ici, donc, ce qu'on aimait aussi, c'est ce rapport avec les éléments d'évacuation de l'eau qui deviennent presque comme des échos de cette colonne à l'intérieur. Et donc ça, c'est la façade qui, en fait, fait allusion à ces différentes constructions commerciales contemporaines dans ce quartier. On en voit une ici, notamment, mais qui essaye de proposer quelque chose de beaucoup plus, disons, une version joyeuse de la même chose. Il s'agit, voilà, donc en fait, finalement, d'un système de façade presque moderniste, on pourrait dire. Je vais essayer d'accélérer parce qu'en fait, j'ai pas mal de projets à vous présenter. Un projet qu'on est en train de construire aujourd'hui à Lisbonne, toujours une maison, qu'on appelait la maison aux fenêtres innombrables, on pourrait dire. Ce qui était une situation assez nouvelle pour nous, c'est qu'on avait pour une fois un site plus large que profond. Enfin, un volume imposé par la municipalité plus large que profond. Alors qu'à Porto, disons, les façades font toujours 5 mètres de large et sont plutôt profondes. Ici, à Lisbonne, on a des situations différentes. Et pour une fois, les proportions étaient inversées. Et donc, le projet
Donc ça, c'est le site avant construction. Le projet essaie de tirer parti de cela. Et donc, en fait, toutes les pièces du projet sont traversantes. Donc, on a chaque chambre a une fenêtre rue, une fenêtre côté jardin. Et la maison fonctionne avec un split level, enfin, donc des demi-niveaux. L'entrée est à ce niveau-là, au niveau de l'escalier. Et ensuite, on monte d'un demi-niveau pour avoir un bureau, puis d'un demi-niveau pour avoir une chambre, etc., etc. Et chaque chambre a sa salle de bain, qui, elle aussi, dans la majeure partie des cas, enfin, en fait, toutes les salles de bain sont aussi traversantes, ce qui est un luxe, en fait, en termes de qualité d'espace, mais qu'on trouve intéressant. Et le dernier étage, en fait, est connecté sur toute la... En fait, il est aussi, donc, bien sûr, coupé en deux niveaux, mais ces deux niveaux sont ouverts l'un sur l'autre. Donc, ouais, le salon, pour que le système fonctionne, devait être au dernier étage. Donc, il est ici sous une voûte. Aussi, donc, cette idée de transparence, d'énormément de lumière à l'intérieur, on a essayé d'insister là-dessus avec des parois en briques de verre qui partagent tous les espaces. Ça, ce que vous voyez, c'est les murs latéraux qui, eux, sont foncés par contraste. Ça, c'est la façade qui est aussi... Donc, en fait, les fenêtres, chacun des étages a deux niveaux de fenêtres, ce qui donne cet aspect à cette grille dont l'échelle contredit, disons, les habitudes. Si on compare au bâtiment voisin, on comprend la supercherie. Le bâtiment a l'air, du coup, beaucoup plus grand qu'il ne l'est. En fait, il s'agit d'un bâtiment qui n'est pas plus haut que les bâtiments de 3 étages autour et qui semble en faire 5. Ici, donc, les différents espaces. Donc, on voit ici les briques de verre. Le système qui est un peu toujours le même avec ses différents... avec ses shutters, chacun en couleur différente. Non, pardon, ils sont tous dans les mêmes couleurs qui deviennent un système qui ponctue l'espace. Ici, donc, le dernier étage. Donc là, l'ensemble du système dans un dessin. Et le chantier qui est aujourd'hui en construction, alors c'est un site assez difficile parce qu'il est à côté d'un énorme talus, en fait, qu'il a fallu soutenir d'une manière, comment dire, herculéenne. En fait, finalement, le bâtiment semble soutenir même ses voisins. C'est assez dingue aujourd'hui. Ça, c'est les débuts du chantier. Ici, les premiers murs de soutènement. Donc, on a en fait une espèce de grande cascade de murs de soutènement. Alors, ce qu'on ne voit pas là, c'est qu'il reste quand même du jardin après ces murs de soutènement, mais ce sera un petit challenge de rendre ça beau depuis l'intérieur. On est en train de travailler là-dessus avec des paysagistes, bien sûr. Maintenant, là, c'est ce que je voulais dire avec le fait que le bâtiment soutient ses voisins. Ici, on voit les façades des voisins qui sont dans un piteux état. Mais aujourd'hui, donc la structure est en train de monter. Ensuite, 3 projets que j'ai appelés Nature morte. Il faut que j'aille plus vite. Ici, un projet qu'on a fini il y a quelques années, une maison pour une dame qui vit seule, qui a acheté cette ruine dans un piteux état, et qui nous a demandé de la transformer en sa maison. Le plan tel qu'on l'a trouvé ressemblait à ça, donc avec plusieurs pièces sans lumière naturelle. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'est de garder le volume, puisque si on démolissait, on aurait eu le droit de construire moins. Donc on a gardé le volume et on a complètement changé le plan à l'intérieur, en faisant un grand espace jour et en mettant tous les autres espaces derrière cette courbe. Donc ici, on voit donc la façade sur rue qui est simplement retapée et où simplement la longueur de la façade est transformée un petit peu pour avoir cet aspect, pour donner cette espèce d'effet de dissociation vis-à-vis de la toiture. Pardon. Et ici, donc la construction qui est à peu près la manière la plus cheap, on pourrait dire, de construire imaginable. Il s'agit d'une structure extrêmement basique, des poutres en métal qui remplacent l'ancienne charpente. Simplement un vide d'air et puis des tôles ondulées. Et la façade, par contre, côté jardin, elle est ouverte. C'est à peu près, je crois qu'il y a presque 20% du budget qui va dans cette façade vitrée. Et donc là, pendant la construction, ici, on voit le bout de mur qui a été ajouté pour que ces différents éléments de l'expression rue se dissocient un petit peu, ce qui donne cet effet-là.
Et à l'intérieur, donc, l'espace est traité de manière, en fait, aussi abstraite que possible. Tout est blanc. L'objectif était de créer un espace dans lequel les meubles deviennent vraiment presque des personnages qui occupent l'espace. Ici, on voit les différentes portes au fond, ce qui, bien sûr, pour nous, évoque encore ces architectures japonaises qui nous fascinent tant, bien sûr, d'une manière redigérée, repensée, on pourrait dire. Ici, la colonne n'est plus presque un élément de pole dance, on pourrait dire, un poteau, que la cliente voulait enlever dès le départ, mais que finalement, elle a décidé de garder. Maintenant, elle est très convaincue. Elle pense même que c'était son idée. Et donc, voilà, maintenant, le projet depuis l'extérieur. On aime que cet intérieur devienne vraiment une espèce de façade. Il a un vrai impact, je dirais, architectural. Un autre projet que j'ai mis dans la même catégorie, c'est une petite maison, une micro-maison, en fait. C'était pour un client qui en fait vit dans cette grande maison à côté et qui avait une petite cahute au fond du jardin en quelque sorte en pierre qui servait à entreposer des pommes de terre et ce qui venait du potager avec des machines et ce genre de choses, et il nous a demandé d'en faire une petite maison pour son fils. Donc ça c'est la structure, disons, après avoir démoli la dalle existante. Voilà le plan qu'elle avait. Et en fait, on a décidé simplement de garder le volume. Ça semblait vraiment extrêmement étriqué. On a, je crois, 17 mètres carrés x 2, donc sur 2 niveaux. Et donc, il nous semblait important de gagner quelques mètres carrés autant que possible. Donc, on a simplement ajouté une tour à cet élément. Donc, la tour, à l'étage inférieur, qui est l'étage, on pourrait dire, de salon, salle à manger, dans la tour, il y a simplement une toilette. À l'étage, la salle de bain vient derrière un mur courbe qui, en fait, redéfinit légèrement la chambre, lui donne une taille normale. Et ensuite, dans la tour, on a simplement une douche. Donc ça, c'est le bâtiment avant intervention. On a fait plusieurs jeux de motifs sur lesquels on s'est amusé. Et ici, la tour, qui sert aussi à marquer l'entrée de l'ensemble du terrain, en fait. Et sur la tour, au sommet, on a un des morceaux de granit de la démolition qui vient servir de cerise sur le gâteau, en quelque sorte. Tour en béton. Et le bâtiment est tellement petit, en fait, qu'on a réalisé que la manière la plus efficace de faire une toiture était simplement de la faire en une pièce. Donc, il n'y a aucun joint dans cette toiture. C'est une feuille de métal pliée qui est simplement posée sur une poutre. Donc, on voit que comme, du coup, elle a une forme de rigidité géométrique, on a dû faire des petits ajustements ici en béton pour pouvoir la poser comme un objet. Ensuite, on a réalisé qu'elle était suffisamment rigide pour en fait ne pas avoir besoin de structure sous elle. Donc en fait, cette poutre ne touche pas la toiture, mais on a quand même décidé de garder la poutre. Il nous semblait importante dans l'expression de l'espace. Donc ici, on a la chambre sur le chantier. Tous les cadres de fenêtres ont été peints dans cette couleur qui en fait fait allusion à la couleur du bâtiment d'en face du père. Ensuite, des tests de peinture pour peindre ce béton. Parce qu'il nous semblait que béton à côté de la pierre, les deux rentraient un peu en conflit. Il s'agissait de rendre cette tour autonome en quelque sorte. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Seulement après construction, on a réalisé qu'en fait, peut-être dans notre subconscient, ce motif venait de la tour technique qui est derrière. Voilà. Alors, très certainement, c'est ça en fait, mais on n'avait même pas réalisé en le faisant. Ici, donc, on voit un peu les ajustements géométriques dont je parlais. Donc, ces deux éléments qui semblent un peu en tension. Il y a une forme de fragilité qui nous plaît bien. Voilà, les intérieurs. Je vais aller assez vite là-dessus. Ici, on a un jeu avec ce mur court qui a été ajouté. Donc, la salle de bain dont je parlais à cet étage. Ici, il y a des rangements qui incorporent une nouvelle fenêtre. C'est la seule nouvelle fenêtre du projet, en fait. Parce que le client voulait vraiment avoir une nouvelle fenêtre qui ne donne pas sur la maison de son père. Ça semble compréhensible. Et donc, cette fenêtre est cachée dans ce rangement. Et ici, donc, la salle de bain qui a une douche qui doit faire 6 mètres de haut, quelque chose comme ça. Qui est peut-être la plus haute douche du Portugal, qui est très agréable d'ailleurs.
la micro-cuisine qu'on a faite au rez-de-chaussée. Je vais aller assez vite là-dessus. Un autre projet qu'on est en train de construire à Lisbonne, en parallèle de celui que j'ai présenté avant. Ici, cette maison, où, donc en fait, c'est ces deux bâtisses qui ont été démolies en fait, pour faire cette maison, qui va avoir qui elle est sur 2 étages. En fait, pour la municipalité, il semblait très important de garder ce petit bout de façade. Donc, en fait, cette nouvelle façade prétend garder ses anciennes ouvertures. En fait, ce n'est pas le cas, mais dans les papiers de la municipalité, c'est en fait le cas. Ici, la façade arrière, par contre, cherche à être quelque chose de complètement différent. Il s'agit d'une façade vitrée, mais où des éléments viennent contredire un peu l'aspect moderniste, rigide, transparent de la chose. Ici, les plans. Donc, des plans, je ne vais pas tout expliquer en détail parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, mais ici, donc, on joue sur l'expressivité de différents éléments de rangement. Enfin, on essaie de donner une forme de dignité à ces choses que, normalement, très souvent, les architectes détestent concevoir. Ensuite, les différentes cheminées donc, qui ont des hauteurs déterminées par des normes, on a décidé de les rendre aussi visibles que possible et d'en faire des espèces d'antennes qui répondent bien sûr à ces éléments dont je parlais à l'intérieur. Ça, c'est les espaces intérieurs tels qu'on les conçoit maintenant. Ils sont maintenant en construction, pas encore à l'état de définition. Ici, c'est donc les démolitions, le chantier. Ça, c'est la nouvelle façade dont je parlais, qui prétend être l'ancienne. Ensuite, toutes ces différentes formes sont construites simplement avec des briques les plus banales. Ici, Anna qui se demande comment rendre acceptablement, enfin, qui se demande ce que nous allons faire de cet escalier en béton préfabriqué que nous a imposé le contracteur. On va voir je crois qu'on a trouvé une solution pour ça. Parce qu'au départ, ça devait être un escalier en métal, mais apparemment, ça ne le sera pas. Voici les antennes qui, je trouvais, répondaient de manière intéressante aux barrières de chantier et qui, là, en fait, finalement, semble presque appartenir au voisin qui a cette petite fenêtre ronde. Voilà. Est-ce qu'on a une okay. Ahmed, t'inquiète pas, on a tout notre temps. Hein. Juste, je te okay, okay. Oui, ok. Un projet qu'on a fait il y a 2 ans pour un festival de musique en Belgique. Ici, il s'agissait de... Le festival, en fait, pour la première fois, s'installait dans des anciens... dans un site militaire, en fait, qui a été racheté par la ville pour en faire autre chose, lui redonner une nouvelle vie. Différentes choses qu'on a conçues au départ, différents croquis, on va dire. Le volume qu'on a décidé de développer, en fait, cherche à faire allusion à ces constructions, ces baraquements, on pourrait dire, militaires. Donc, il ne cherche pas à amener une nouvelle forme sur le site. Après, par contre, c'est dans son expression qu'il est radicalement différent. Chacune des façades a un langage propre, en quelque sorte. Donc, tout fait à partir des mêmes panneaux de plywood préfabriqués, contreplaqués, pardon. Donc, on a donné un nom à chacune de ces façades. Celle-ci, c'est la façade qu'on appelait la façade lune, qui donne sur le cœur du festival, en fait, l'espèce de grande cour où les différents aspects les plus publics sont présents. La façade arrière, entre guillemets, c'est bien entendu un chat. Et donc les 2 autres façades, il y en a une ici qu'on voit qui en fait est une toiture, qui en fait abrite tous les aspects techniques, et l'autre qui est qu'on appelait la façade plume. Et donc ça, c'est le plan. Donc en fait, un carré assez rigide de 10 par 30. Enfin, assez simple. Et ensuite, le sol, par contre, est conçu en différents niveaux. Donc il y a différentes marches, en fait, qui donnent aussi une expression à l'intérieur. Ici, la construction donc, a été faite avec une équipe assez intéressante parce que assez diverse d'étudiants en architecture, mais aussi en art et en construction. Donc en fait, des apprentis charpentiers, voilà l'équipe. Et donc ici, les différentes façades. Donc la gauche, ici, la façade plume, comme je l'ai dit, et la façade à droite, la façade
toiture. Et donc, voilà l'objet fini. La structure, ensuite, cherche à rendre aussi expressif que possible les nécessités. Donc, on a des contreventements qui deviennent des espèces de béquilles à l'extérieur, qui percent ces façades. Ici, on a presque comme des espèces de contreforts qui, en fait, servent à contreventer aussi. Et ce jeu-là, ici, on voit le chat tapis dans les arbustes. Et ce jeu-là, donc, aussi un impact sur la manière dont on entre et sur les espaces intérieurs. À l'intérieur, par contre, ces différentes façades deviennent un langage essentiellement constitué de stripes, comment on dit. Voilà. Enfin, donc, ici, on voit aussi les différentes marches dont je parlais. Avec Donc, en fait, c'est comme... Bon, bien sûr, je ne vais pas parler des références qu'on évoquait à l'époque entre Daniel Buran, Asworth Kelly, etc. Il s'agissait en fait, voilà, ici, d'avoir sur la gauche cet espace technique qui est protégé pour les DJ et compagnie, et l'espace commun qui n'est pas juste un vide, mais qui cherche une forme d'interaction avec la foule. Donc, on a ces marches qui deviennent aussi un endroit... Un des objectifs était aussi que le bâtiment serve d'espace de pique-nique après le festival. Et le poteau et la poutre qui portent la boule disco au centre. Ici, donc, un des éléments de contreventement dont je parlais. Et donc là, tel qu'il a été utilisé pendant le festival. Un autre projet autour de ce thème des masques. 5 maisons, en fait, qu'on est en train de construire dans une petite ville portugaise, enfin, dans la banlieue d'une petite ville portugaise. Ça, c'est la façade, qui en fait est un jeu de différentes trames superposées mais autonomes. Donc on voit ici qu'il y a ces grands blocs, enfin ce qui semble être des grands blocs, avec ce qu'on appelle des oreilles de chat dans le bureau, mais disons ces espèces d'éléments de finition au sommet, qui semblent être autonomes, mais qui en fait sont... Comment dire, les portes ont leur propre rythme, les fenêtres ont leur propre rythme, etc. Le plan est en fait aussi machinistique en quelque sorte. Le client espérait lui 5 maisons qui sont fièrement 5 différentes maisons. Et notre objectif a été de rendre ça un bâtiment autant que possible, et donc d'avoir une façade la plus unifiée possible. Et donc sur chacune des longues façades, on a des fenêtres répétées de manière claire et simple. Et tous les espaces au centre du volume sont différents pour chacune des 5 maisons. Et donc définissent en fait l'interaction de ces maisons. Et donc il y a là, j'ai le système géométrique, je vais laisser dessus. Donc il y a un 3e niveau en dessous des salons qui en fait servent de garage. Donc ici le système, on a le volume, qui est en fait le volume maximal simplement. La division entre les différents appartements, entre les chambres. Et ensuite ces différentes exceptions géométriques qui en fait sont les espaces de circulation et les salles de bain. Et donc la façade qui court autour de ce système. Voilà, les espaces intérieurs et ici l'ensemble du système. Donc là c'est en construction. C'est la façade arrière qui a juste un balcon, un peu comme une exception qui rend cette façade moins lisse. Et côté rue, donc cette grande pente qui amène au parking, qui est une pente commune, ça nous semblait assez important. Donc l'objectif principal était vraiment d'en faire autant que possible un bâtiment. Voilà les espaces intérieurs, je parlais, qui sont tous différents. Et donc là, c'est une photo de cette semaine. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Ici, une maison assez étrange qu'on est en train de construire à Porto. Le client a acheté ce garage, en fait, et a décidé d'en faire sa maison. Ce qui fait un volume démentiellement grand pour une maison, bien entendu,
Ici, on voit la démolition. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est de convaincre le client de démolir une partie de cette toiture pour créer une espèce de une cour, en fait, qui amène de la lumière naturelle dans ce qui sera son salon, qui est un salon gigantesque, qui doit faire 600 mètres carrés. C'est en fait une maison assez peu chère et assez simple, mais simplement avec un volume stupidement grand, on pourrait dire. Les espaces chambres qui sont à l'arrière du volume sont de taille assez normale, on pourrait dire. Et le bâtiment qui est côté rue, ici, est en fait simplement rénové. Donc là, on voit à l'intérieur la transformation en cours. Ça, c'est les espaces chambres dont je parlais, qui ensuite deviennent ça. Ça, c'est il y a la semaine dernière, je crois. Et donc, c'est un projet qu'on a organisé, qu'on a pensé, disons, autour de différentes façades. Donc, on a la façade rue préexistante. Ici, il y a cette nouvelle façade retapée sur la cour. Une nouvelle façade ici, aussi sur la cour. Et une façade à l'arrière sur en fait une rue qui devra être construite par la ville dans une dizaine d'années, semble-t-il. Qui pour l'instant donne sur un terrain vague. Voici l'ensemble. Donc après l'ouverture de la cour. Donc on voit ici la nouvelle façade à l'arrière. La nouvelle rue sera ici. Voilà. Et la toiture est faite en éléments industriels. On a simplement pris 2 couleurs différentes pour faire ce motif qu'en fait on ne voit pas depuis la maison, qui ne se voit que depuis. Et donc ici les différentes façades dont je parlais, qui en fait essayent d'être une espèce de famille. Ça c'est une façade qui est en fait transformée. Ça semble être une transformation lourde, mais en fait c'est relativement léger. Là, tous les éléments structurels de cette façade sont conservés. Simplement ces éléments non porteurs ici horizontaux sont changés pour de la brique de verre. Et ici en fait ce qui semble être de très grandes ouvertures est en fait des ouvertures plus petites que celles ou en tout cas incluses dans celles qui existaient avant. Et simplement les éléments de protection, eux, sont agrandis pour donner cette impression de grandeur des ouvertures. Un peu le même jeu ici à l'arrière. Ici, la nouvelle façade qui est en fait l'entrée de la maison. Ici, le gigantesque espace. Ici, la cheminée devient une espèce de personnage dans ce grand espace. Ici, on la voit arriver sur le chantier. Et ici, donc, la façade arrière, une fois qu'il y aura une rue. Pour l'instant, ça ressemble plus à ça. Ensuite, une dernière catégorie que j'ai appelée nu, qui en fait se focalise peut-être plus sur des objets conçus à partir de leur forme extérieure. Un premier projet qui est en fait des logements dans une zone un peu hybride, pas loin de la gare de Porto, qui en fait, comme on peut le voir ici, est composé par exemple sur la droite de la rue, il y a essentiellement des objets, des constructions industrielles, alors que côté gauche, on a des logements déjà. Et en fait, notre client a acheté une ancienne usine, qu'on voit ici en noir. Il nous a demandé de la transformer en logement. Et là, ce qu'on a trouvé comme compromis avec la municipalité, c'est de garder le volume existant, de reconstruire un nouveau bâtiment dans ce volume, avec le même volume. Et donc, par contre, le nombre de mètres carrés que l'on avait le droit de construire est inférieur à simplement 2 étages de ce volume. Donc, en fait, le jeu a été de profiter de ce volume excédentaire. Et donc, ce qui, en fait, bien sûr, notre client voulait le plus d'appartements possible, des studios, en fait. Et l'objectif a été de partir de ce système un peu machinistique où tous les appartements sont les mêmes, et ensuite de les rendre tous différents, en fait. Donc, chacun des espaces de vie est différent, chacune des salles de bain est différente. Ici, on voit le système dans son ensemble. Donc, du coup,
il y a des espaces, ça c'est tous les espaces de vie, toutes les salles de bain, et des espèces de micro-collages de ces espaces. Donc certains, par exemple, ont une dalle qui prend une forme un peu très expressive comme celle-ci, et où la salle de bain est surplombée de ce qui devient une espèce de marchepied de rangement. Donc certains ont des volumes de 7 mètres de haut, ici avec une colonne rose suspendue. D'autres ont un escalier qui passe à travers, etc. etc. Donc là, le volume total, ici les altérations, et ici le volume en fait extérieur final. Donc qui est en fait qui exprime la fragilité de ce qui se passe dedans à l'extérieur. Et là, avec les principes de façade, on a essayé de trouver un équilibre entre le langage domestique et un langage plus industriel, donc, qui existe déjà sur le site. Les deux façades courtes, pignons, cherchent chacune à ressembler à une espèce d'animal. On a un chat à l'arrière, bien entendu. Voici le chat qui regarde l'autoroute. Ici, une maison qu'on est en train de construire aujourd'hui, qui en fait cherche à profiter de la forme étrange du site, quasi triangulaire, pour mettre en place un système. Ça, c'est les chambres, en fait, c'est des salles de bain. Et il y a un volume qui, en fait, vient de ce que l'on peut construire sur ce site, donc qui est très, très proche d'être simplement un décalage de la forme de la parcelle. Et dans lequel il y a ce système un peu autonome qui est implanté. Donc c'est un volume, donc sur un étage en pente. Voici la ligne qui définit l'emprise du bâtiment. Cette ligne qu'on voit ensuite dans le bâtiment. Le salon, avec donc chacune des portes qui mènent à une chambre. C'est la maquette qu'on a présentée au client. Et donc le système se termine par cette tour qui devient une espèce qui en fait abrite des éléments techniques, mais qui devient un élément de ponctuation du volume. Ici, la construction de cette dalle penchée du volume. La structure dans son ensemble, c'est assez beau à cet état-là. Malheureusement, il a bien fallu mettre des murs. Voici donc l'espace de vie tel qu'il est maintenant. Et je crois que ça, c'est le dernier projet que je vais présenter. En fait, en termes de timing, on n'est pas trop mal. Ici, c'est un projet assez particulier où, en fait, il y avait des bâtisses informelles en ruine sur ce terrain, qui avaient aussi qui prenait déjà en fait exactement cette emprise au sol, et qui en fait était divisé en 5 sous-propriétés. Et donc ça, c'est des choses qu'il a fallu garder. Par contre, on pouvait réorganiser ça comme on le voulait à l'intérieur de ces contraintes. Donc en fait, le système qu'on a mis en place, c'est un système donc, de 5 toutes petites maisons, on pourrait dire, chacune étant constituée d'un espace jour, d'une salle de bain et d'une cuisine séparée et d'un espace pour dormir qui est en fait une mezzanine. Et donc, la géométrie de ces deux volumes, il se trouve qu'on a pu la diviser exactement de telle sorte que dans le volume de gauche, vous avez donc 3 espaces séjour et 6 espaces servants. Et ici, 2 espaces séjour, 4 espaces servants, mais ils sont simplement organisés différemment les uns par rapport aux autres. Et donc, en fait, tous ces espaces séjour sont les mêmes, tous ces espaces servants ont la même forme. Donc, en gros, ça se résout comme ça. Mais donc, on a des conditions très différentes, puisqu'ici, bien sûr, les espaces séjour sont traversants, et ici, ils sont à l'avant tout seuls. On a des conditions assez différentes. Et donc, ça donne ça, puisqu'ensuite, on décide que chacun des espaces séjour est sous une voûte, chacun des espaces
servant est sous une toiture en pente. Et puis on les dispose de telle sorte de créer cette espèce d'assemblage, on pourrait dire, qui en fait est géométriquement très contrôlé, mais qui du coup est aussi assez inattendu par rapport à ce système rationnel, on pourrait dire. Donc ici, le système dans son ensemble, quand on regarde à travers, on pourrait dire. Donc on voit les différentes voûtes qui sont les salons, qui abritent aussi ces mezzanines, et les différentes toitures. Et on a appelé ça un chat et un lapin, puisque, en fait, il nous semblait que cette forme ressemblait beaucoup à un lapin. Et que celle-là, elle commence à se répéter souvent, ressemblait pas mal à un chat. Ensuite, il y a juste ça c'est juste des ouvertures exceptionnelles, en fait, qui sont en briques de verre, qui servent à ponctuer ces grandes façades noires. Et donc là, les espaces intérieurs. Et donc ici, simplement une allusion au projet que j'ai présenté avant, qui est en fait un peu plus loin, sur la même rue. Et ça, c'est le site tel qu'il était il y a un mois. Donc un site très difficile d'accès, où on est en train de commencer à reconstruire. Voilà. Et pour conclure, je voulais amener un autre rêve là-dedans. Ici, donc j'ai parlé de fiction. L'architecte qui était en fait un des maîtres à penser, on pourrait dire, de Toyo Ito, et Kazuo Shinara, qui lui disait ce qui existe n'est pas une maison réelle, mais un espace fictionnel. Et en fait, je pense qu'il y a une espèce de filiation derrière les expériences de Toyo Ito et cette pensée-là, même s'il y a des grosses différences, bien sûr. Cette pensée a amené Shinara à présenter les projets sous cette forme-là, c'est-à-dire que pour lui, ce qui existait, c'est la publication avant tout, mais ça l'amenait quand même à présenter des projets d'une manière affreusement radicale. Nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards, de servir et de suivre tes pas. Merci. Voilà, donc voilà, convaincre un éditeur de faire une double page pour ce genre de photo. Ici, il a écrit espace vertical blanc et pur. Un escalier qui amène au deuxième étage. Alors, je cherche encore, je vais vous avouer. Mais donc, il y a une espèce de volonté d'amener le prosaïque projet dans un monde, disons, une forme de rêverie. Et c'est lui qui a commencé à me présenter les projets sous cette forme-là. Ici, dans la première fois qu'il publie ce genre d'image, en couverture de l'architecture d'aujourd'hui, avec sa maison à Yokohama, qu'il présente comme un objet chaotique, c'est le mot que lui emploie, mais qui est ici dénué de toute matérialité. Donc il s'agit d'un assemblage de formes, fictionnel encore à ce stade, puisque le projet n'est pas construit à ce moment-là. Parce que, contrairement à certains de ses camarades, lui élimine ce genre d'image à partir du moment où l'objet est construit. Et un de ses élèves, ou disciples, on pourrait dire, qui est très proche de Toyo Ito, c'est Itsuko Hasegawa, une architecte qui est aussi un de nos héros, qui, elle, se met aussi à faire ce genre d'images. Ici, on voit des négatifs, en fait, parce que ces images devaient être prises en photo sur des écrans d'ordinateur à l'époque. Il n'y avait pas de print screen à l'époque. Et donc, ici, elle présente des projets sur lesquels elle travaille à ce moment-là, donc autour de 1984, mais aussi un projet qui, lui, date de presque une dizaine d'années auparavant. C'est celui qu'on voit là, qui est une trame et qu'on voit aussi ici. Donc, en fait, c'est cette image-là qu'elle nous met ici. Mais ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'elle ajoute à ce projet, donc, qui est, lui, fini et construit et ancien, une autre dimension, puisqu'elle présente le projet. L'image tridimensionnelle qu'on voit ici n'est pas celle du projet, mais une version infinie de ce projet. Donc, le projet, sa logique formelle est étendue à l'infini,
et cette image est ensuite superposée sur la photo. Et donc cette coexistence de l'idée en tant que l'idée géométrique formelle et de l'objet construit me semble assez intéressante. Voilà. On pourrait dire coexistence de la fiction et du réel. En fait, ouais. En quelque sorte, il s'agit de parler d'une autre forme de transparence. C'est ce que Colin Rowe appelait transparence phénoménale, et qu'il opposait à la transparence littérale, qui serait celle d'un morceau de verre, par exemple. Il s'agit de faire un objet qui est transparent dans sa lecture, dans l'esprit, en fait. Donc, un objet lisible, en quelque sorte. Donc, peut-être de parler de lisibilité plutôt que d'honnêteté. Voilà, c'est ma conclusion. Merci beaucoup, Ahmed, pour tout ça. Merci infiniment. Moi, j'ai des réactions, des envies de poser des questions, je vais peut-être déjà te remercier beaucoup, hein, parce que je trouve que c'est une présentation qui est à l'image de votre production, hein, très généreuse et à la fois assez hétérogène, à la fois non linéaire, comme vous le dites, mais en même temps assez rationnelle dans la manière que tu as de présenter chacun des projets. Donc, je trouve assez fort de parler de rêve de manière très concrète. Je trouve que c'est une grosse difficulté. J'ai une première remarque, je trouve assez fascinant la manière que tu as de manipuler l'histoire en passant un peu quelque chose qui m'intéresse beaucoup moi, mais qui est cette histoire de passer de la mémoire à l'amnésie, en fait, tout le temps. C'est-à-dire, Chinois apparaît, puis disparaît, puis la référence est là, puis elle n'est plus là, puis le projet d'après, elle est encore là, mais en fait, et elle redisparaît derrière. Et donc, je trouve une grande dextérité. Voilà, donc on pourra parler des modalités, de l'esthétique, de plein de choses après, mais je trouve très riche, moi, de cette capacité un peu voilà, à prendre son crayon et à oublier l'histoire autant que s'en souvenir dans les projets. Donc ça, je pense que c'est une première chose que je trouve... voilà, on peut en reparler un peu vos rapports à tout ça, mais c'est ce que j'interprète moi et c'est ce qui m'intéresse particulièrement. Une autre remarque, après, je mets un peu tout comme ça par rapport à tu sais, cette thématique qu'est cette idée de libération de l'objet. Tu sais, je t'en avais parlé un petit peu, ce sont les mots de Guillaume Apollinaire quand il parlait un peu d'une prémonition, quand il faisait un peu ses critiques d'art dans les années 10. Et il regardait, il avait comme ça pressenti que le XXe siècle serait un siècle où les artistes, il parlait peut-être pas forcément des architectes, mais les artistes allaient avoir cette capacité à manipuler des objets, à faire des assemblages, à faire passer un peu et à peut-être manipuler le destin de ces objets, tu vois, de leur dimension très prosaïque, très banale, et qui, dès lors qu'ils faisaient partie d'un assemblage, basculait dans le merveilleux et dans l'extraordinaire et dans une espèce d'intensité très très forte comme ça, où un objet qui sert à rien, tout d'un coup, il révolutionne le monde. Et je vois un petit peu, et c'est pour ça que je suis content vraiment que que tu as et que Fala ait pu présenter un peu tout ça aujourd'hui, parce que cette thématique de libération de l'objet, voilà, je la trouve particulièrement, je me la saisis un peu dans tout ce que tu as dit aujourd'hui. Et donc c'est aussi voilà, une remarque que j'ai envie de faire, parce que je trouve que tu vois, vous parlez des façades comme vous les nommez comme des animaux même à un moment, la cheminée est un personnage, que finalement, et c'est ce que vous aviez dit un petit peu dans un texte aussi que j'ai relu récemment, où pratiquement les objets, ils ont un peu leur vie propre à chaque fois, on their own, comme vous dites. Et j'aime beaucoup voilà, pour reprendre encore une fois Apollinaire, cette capacité voilà, de juxtaposer différentes histoires et donc d'articuler des espèces de fantasmes comme ça, mais en même temps dans une rationalité, dans une concrétude et dans un rapport comme ça à l'histoire très très fort. Donc
voilà, moi j'ai encore d'autres remarques. Je ne sais pas si tu veux réagir à ça ou si on peut démarrer cette discussion ou si d'autres étudiantes ou étudiants ont ou n'importe, peut-être qu'il n'y a pas que des étudiantes et des étudiants, mais des premières réactions, on serait très content de les entendre. Ou à moins que tu veuilles peut-être me répondre à ça, mais il n'y a pas forcément de réponse nécessaire. Bon, je veux bien poser une question. Bonjour, je ne suis pas étudiante, mais je vous ai fait une demande de stage. Mais pour Fala, dans votre travail, il me semble qu'il y a le collage de papier, ou plutôt celui de texture Photoshop, et il y a aussi celui qui est un collage des éléments de l'architecture, et qui, même construit, reste très réel, très plastique et très lisible. Et je me demande en fait comment vous utilisez le collage. Est-ce qu'au moment de la conception, vous travaillez plutôt en coupe et en plan, et le collage, c'est une représentation et une manière de communiquer le projet, ou est-ce qu'il agit presque comme une épreuve de conformité, où c'est le collage qui passe de la 2D à la 3D, et où du coup ça donne, quand le projet est construit, ces assemblages qui invisibilisent presque un peu la technique ou qui ont une réalisation très plastique. Vas-y, c'est très clair. Oui, en fait, bon, dans notre processus, je dirais que ce qui vient d'abord, c'est toujours le plan. En fait, pour être plus précis, je dirais que ce qui vient en premier, c'est toujours la deux dimensions, la bidimensionnalité. C'est toujours des choses plates. Donc, des plans, éventuellement des coupes dans certains cas, des façades. Et le collage vient en fait comme une espèce de charnière entre ce monde de la 2D et celui des espaces tridimensionnels. Et parce qu'en fait, ma conviction, c'est qu'on ne pense jamais véritablement en 3D et tout ce qu'on fait de tridimensionnel, et bien sûr, on construit que des choses tridimensionnelles en architecture, en tout cas, ouais, on pourrait dire ça, est en fait un assemblage de projections bidimensionnelles. Et donc, on commence toujours par en fait des lignes sur fond blanc, je dirais. Et ensuite, le collage sert aussi à proposer une manière d'habiter l'espace. Ça se lie à ce dont j'ai parlé, cette histoire de fiction. Et ça nous semble important comment dire, de proposer une habitation de l'espace qui est forcément, enfin, finalement assez loin de ce qu'est la véritable habitation de l'espace après. Bref, donc oui, le collage, c'est un des outils de conception. Il vient pas en premier, pour répondre de manière très brutale à la question. Et je pense que l'histoire de l'autonomie des objets et de la libération des objets est liée à ça. Je pense que c'est à partir de l'étape du collage qu'on commence à se demander quels sont les différents objets qui habitent l'espace aussi, et les différentes couleurs qui habitent l'espace. Ces couleurs sont très importantes là-dedans aussi. Je pense qu'on conçoit les espaces aussi comme ça, comme avant tout avec des couleurs. Je crois que c'est Yves Klein qui disait ou qui écrivait que les couleurs sont les vrais habitants de l'espace et que la ligne ne fait que passer. Je crois on croit assez en ça. Enfin, les couleurs et les différents assemblages de couleurs, ça peut être des motifs, ce genre de choses. Merci. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, très bien. Merci beaucoup. Okay. Merci pour la conférence aussi. Ouais. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, bonjour. Merci pour la conférence, c'était super intéressant. Et moi, j'avais plus des questions par rapport un peu à votre façon de mettre en œuvre vos projets, et notamment jusqu'à
quel point vous avez des décisions sur chantier, parce que vous avez beaucoup montré de photos de chantier et vos plans, vos dessins sont assez abstraits et non finis et peu précis. Donc, je me demande si vous vous laissez une grande liberté sur, euh, sur le chantier pour terminer vos projets ou choisir certains assemblages ou tout ça, quoi. Alors, comment dire, on ne pourrait pas faire de l'improvisation pure, mais il y a pas mal d'improvisation dans les chantiers. Oui. Mais c'est important pour nous d'avoir comment dire, des idées très claires pour pouvoir improviser sur chantier, en fait. J'essaie de... Je me demande si j'ai un bon exemple en tête. Mais non, bien sûr, surtout qu'on fait beaucoup de transformations. Donc, il y a forcément dans ces transformations, il y a énormément de choses qu'on découvre au fur et à mesure du chantier. Il y a des alignements qu'on pensait parfaits qui deviennent imparfaits, des choses comme ça. Généralement, c'est des choses qu'on essaye de célébrer. Généralement, enfin, comment dire, la stratégie, une des stratégies les plus récurrentes, c'est que quand quelque chose ne s'aligne pas, on détruit complètement l'alignement. Il vaut mieux que ça soit fièrement non aligné qu'un alignement imparfait. Et donc, il y a beaucoup de jonglage comme ça sur site. Après, il y a des choses qui sont impératives. Et il s'agit aussi de gérer le chantier de telle sorte que ce qui doit être parfait vienne peut-être d'abord. Il y a beaucoup de... Il faut regarder au cas par cas, mais il y a beaucoup de stratégies en lien à ça. C'est aussi un petit peu en lien avec la culture portugaise, peut-être aussi, qui est un peu plus rudimentaire parfois ou qui est un peu différente qu'en France. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la culture de la construction française et pas vraiment de la culture de la construction portugaise non plus. Mais je crois qu'il y a plusieurs aspects. Je crois qu'une des grosses différences entre enfin, je connais assez bien la construction en Suisse notamment. Une des grosses différences entre le Portugal et le reste de l'Europe, c'est qu'on peut encore faire ce qu'on appellerait de l'artisanat, du craft, comme on dirait en anglais. Typiquement des portes qui ne sont pas achetées sur catalogue, ce genre de choses. Enfin, comment dire, c'est aussi parce que la main-d'œuvre est moins chère. Il ne faut pas se cacher, c'est aussi ça, enfin, bien sûr. Donc en fait, la main-d'œuvre est moins chère que le. Au final, la main-d'œuvre est moins importante que le matériau dans la construction ici. Et je crois que par exemple en Suisse, c'est clairement l'inverse. Merci beaucoup. Pour rebondir du coup sur cette question de l'artisanat, parce que oui, c'est vrai qu'en France, l'artisanat, la construction serait plutôt un luxe, donc en fait, à l'inverse du Portugal. Cette question justement de la matière, comment vous la traitez sur vos projets? Est-ce que c'est des prérequis qui sont déjà dans le travail de bureau ici, ou est-ce que c'est le site qui s'impose? Parce que je vois qu'il y a des récurrences quand même souvent dans les matériaux que vous utilisez dans tous les projets, notamment le marbre. Est-ce que c'est des choses qui ont un surcoût, ou alors Non, de travail vous apporte ça? je vous dis franchement, les sols en marbre qu'on a construits sont les moins chers qu'on ait construits. Enfin, un peu de choses près. Vraiment. C'est-à-dire qu'on fait des sols en marbre au Portugal pour 30 € le mètre carré. C'est à ce niveau-là. Donc, comment dire? Et en fait, beaucoup de Portugais détestent le marbre parce que pour eux, c'est associé soit aux cuisines, comment dire, et au cimetière. Donc, alors il y a souvent plus de travail de conviction à faire pour utiliser du marbre que l'idée que c'est du luxe et que donc ça fait bien ici. Mais donc oui, après c'est sûr qu'il y a des matériaux que du coup on utilise énormément et on aime. En fait, c'est assez bien d'avoir une palette relativement contrôlée de matériaux pour pouvoir jouer avec en fait. C'est-à-dire qu'on si on réinvente tous les matériaux qu'on utilise à chaque fois, on se perd, enfin, à mon sens.
où on ne sait plus comment on n'apprend rien en fait de projet à projet. Je crois que c'est ça qui nous ferait peur. Et après, il y a des éléments purement stratégiques, oui, liés au coût. Par exemple, la première fois qu'on a fait un sol avec 2 couleurs de bois, avec une espèce de motif de bande, c'était parce qu'en fait, on voulait faire le bois le plus foncé partout, mais que c'était trop cher et qu'on a réalisé qu'on arrivait en faisant 3 lattes sur 4. On arrivait... Et donc, l'idée est venue de là. Et en fait, et puis ensuite, c'est devenu une espèce de truc qu'on a testé d'autres manières et qui est devenu un des éléments avec lesquels on joue, mais qui, indépendamment maintenant des questions de prix, quoi. Ok, merci. Donc c'est très stratégique en fait souvent. Aussi par exemple, vous noterez que dans nos projets, dans l'essentiel des cas, les matériaux qui prennent l'attention sont en fait par touche. Enfin, par exemple, quand on utilise du bois, c'est généralement juste des portes. Donc c'est jamais, je veux dire, on fait jamais des bâtiments qui sont des meubles où tout est riche. Ouais. Et en fait, du coup, 80% du projet, c'est des murs blancs et de la construction la plus cheap possible. Donc il y a aussi cet aspect stratégique. Je rebondis aussi un peu sur cette question de l'artisanat, parce que ce que je comprends et ce que je trouve, ce que je comprends, c'est que ce potentiel de l'artisanat, je le lis un peu comme ça, moi, vous permet par rapport à, moi je ne connais pas du tout, pour le coup c'est l'inverse, je connais un peu plus le milieu enfin je connais pas du tout le milieu de la construction portugaise et je le connais un petit peu en France. Nous on manipule des objets qui sortent d'usine la plupart du temps et l'économie elle est là, tu vois. Très clairement l'économie elle est là, elle n'est pas, comme disait Nicolas, elle n'est pas dans l'artisanat, c'est presque un basculement très, très fort en fait. Et j'ai le sentiment que cette présence de l'artisanat, ce potentiel-là, et donc du coup cette opportunité, enfin, vous la transformez en opportunité très forte de maîtrise du langage architectural, justement dans les assemblages, comme tu disais par rapport avec une porte. Ben voilà, nous, un bloc porte, tu as des 63, des 73, des 83, des 93. Tu as un bloc porte qui fait 10 cm ou 9 cm de plus que le passage de porte. Et dès que tu sors de ça, donc le langage architectural, ou en tout cas dans la construction ordinaire, hein, je ne te parle pas un peu dans des économies qui sont des économies où tu peux tout dessiner, et là il n'y a plus de sujet. Mais dans la construction ordinaire du logement social ou du logement pour, tu vois, on est confronté à ce paradoxe, moi je trouve, où tu essayes de manipuler un langage alors que la parole et le langage est déjà établi dans les éléments que tu apportes sur le chantier. Et c'est ce que je trouve très intéressant là, c'est qu'en fait, cette question de l'artisanat, voilà, elle permet de maîtriser jusqu'au bout une forme d'abstraction peut-être, et cette abstraction, elle est une manière d'être précis. Et donc, dans ce sens-là, voilà, la précision du langage architectural qui émane, on peut après définir comme une certaine esthétique, etc. Mais c'est, je trouve, avant tout, voilà, des règles et des modalités issues de cette question de l'artisanat. Et ça, je trouve que c'est très important et je me rends compte quand tu reparles de ça, parce que c'est ce qui... ces deux conditions ordinaires, une française qui est censée être excessivement, comment dire, où on a des coûts de construction qui sont peut-être, à mon avis, hein, le double ou le triple, même par moment, pour avoir parlé avec d'autres amis qui construisent en Portugal. Donc des choses qui sont assez effarantes, voire indécentes. Mais malgré tout, le paradoxe, c'est que dans ce soi-disant confort, le langage nous échappe, possiblement. Et donc, il faut redoubler d'efforts et d'intention pour garder justement la précision que vous manipulez dans une économie qui est beaucoup plus tendue. Et je trouve que ça, c'est un paradoxe européen très intéressant. Voilà. Une fois de plus, ce n'est pas forcément une question, mais c'est des réactions. Non, mais je suis d'accord, ça demande des stratégies différentes, mais dans les deux cas, ça demande une pensée stratégique dans le projet. Ouais.
Enfin, on dit souvent ici dans le bureau enfin, pour revenir à... il était demandé avant si c'était un aspect particulièrement portugais, et on dit souvent dans le bureau qu'un des grands talents de Cisa, c'est qu'on peut lui donner un pot de peinture et 200 € de briques et il fait un chef-d'œuvre. Alors qu'un architecte suisse, moi je suis suisse, aurait beaucoup plus de mal avec ça. Typiquement, un Zumthor serait peut-être plus en difficulté face à cette demande. Donc je crois que chaque contexte demande une forme d'intelligence particulière, quoi. J'ai une petite question par rapport à cette colonne. Est-ce que je dis cette colonne parce que j'ai le sentiment, je vois un peu dans la présentation que tu as souvent un prérequis, c'est où est-ce qu'on va mettre la colonne dans certains des projets. C'est-à-dire comme si en fait c'était c'était une forme d'encre qui vous permettait d'être toujours un peu relié à, voilà, à un certain moment, soit à des Shinohara, soit de manière plus générale à la question de la modernité, par exemple, et du plan libre, ou tu vois, ou à un moment, en fait, pas dans tous les projets, hein, mais très souvent, et puis à un moment, vous jouez avec, parce que tu la coupes, tu la fondes, mais tu la coupes, donc elle est toujours là, mais elle est poussée un peu à un point de rupture qui rend la colonne presque simplement, comme l'avait proposé Hans Solheim hein, à la Biennale il y a quelques temps, fin 70, début 80, où il avait comme ça suspendu une colonne sur une étagère là, à Venise. Et donc jusqu'où je suis intéressé par ça et je me dis voilà, y a-t-il un moment à quoi elle sert en fait cette colonne? Voilà, voilà, est-ce que comme je dis, est-ce que c'est la réminiscence d'un certain moment de l'histoire? Est-ce que l'espèce de témoin d'appartenance au vocabulaire et au langage de la modernité et du plan libre? Est-ce que c'est l'impact spatial de Shinohara? Est-ce que c'est peut-être tout à la fois? Mais je trouve que dans les stratégies, voilà, j'ai repéré un petit peu ça et je voulais te demander un peu sur ce sujet. Alors, oui, elle est souvent là. Je crois qu'en fait, ça nous est un peu passé. Mais un peu. Non, mais je crois qu'il y a oui, il y a plusieurs aspects. Un des aspects, c'est simplement qu'il y a un moment je crois que c'est beaucoup des aspects je dirais, d'équilibre de la composition. Il y a souvent besoin d'un élément vertical parce qu'un projet est souvent... Enfin, à partir du moment où il y a où il y a un sol, il y a déjà des éléments horizontaux. Donc, il y a une espèce de nécessité presque géométrique, en fait. C'est un des aspects, je crois. Et oui, après, je crois que c'est important de populer l'espace, en quelque sorte, avec ces éléments. Enfin, pour nous, il y a besoin de... Comment dire ouais, je crois qu'il y a besoin de ces objets dont tu parlais avant. Et je crois que la colonne est un des plus fondamentaux pour nous, quoi. Et après, il y a peut-être d'autres aspects qui m'échappent, mais enfin, qui sont peut-être plus d'ordre subconscient, quoi. Enfin, est-ce que vraiment il s'agit de parler de modernisme? Je sais pas. Mais euh, oui, je crois que c'est beaucoup ça. C'est un rapport presque affectif, quoi. Il y a besoin d'avoir. Vous voyez, on en a même une là, quoi. Il nous en fallait une près de nous. Je crois Alors que là, en fait, vous voyez, cette poutre aurait très bien pu aller jusqu'au mur à côté. Hein. Et donc, on aurait très bien pu se passer de cette colonne. C'est la question que j'allais te poser, en fait. Est-ce que... Non, ça, c'est une colonne. Il aurait fallu une colonne, soit... Enfin, disons, ce que le bâtisseur voulait, et c'est une colonne dans le mur. Enfin, il y avait besoin d'un élément structurel dans le mur de briques.
mais on a décidé de l'extirper du mur. Voilà. Et ça, toi, tu penses que tu refutes cette appartenance possible à cette, là, typiquement sur les détails que tu nous montres, entre la dissociation d'une paroi et d'un élément structurel. Donc, nécessairement, peut-être la question un peu du plan libre. Toi, tu penses que ça, c'est quelque chose qui est… Non, non, comment dire, je pense qu'on a… Comment dire, ce que j'essaie de dire, c'est que je ne crois pas que ça ait une valeur symbolique pour nous. D'accord. Je ne crois pas que ce soit un totem. Mais c'est structurant dans le projet. Et voilà. Je crois qu'il y a une nuance quand même que je ferais, c'est juste ça. Mais bien sûr que comment dire, il y a beaucoup d'architectes et de bâtiments qui nous viennent à l'esprit quand on fait ce genre de choses. Mais moi, non, mais je ne cherche pas à forcer l'affiliation entre les deux. Hein, non, mais enfin, comment dire, c'est vraiment, c'est pas un symbole, je crois que c'est vraiment ça ce que j'essaie de dire. C'est pas, alors que chez Shinora, ça l'est, quoi. Chez Shinora, c'est vraiment, la colonne, c'est ce qui met en lien le sol et le ciel, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'ordre presque métaphysique. Je crois pas que chez nous, il y ait quelque chose de cet ordre-là. Surtout qu'elle touche plus le sol. Donc, en plus. Oui, je vois que c'est structurant dans le process et c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que c'est toujours quand même la manipulation d'un objet qui est, mais que tu le veuilles ou non, ça a quand même une symbolique très forte dans l'histoire de l'architecture, à la fois dans son rapport, enfin, il y a eu des milliards de manières de parler de la colonne et je trouve que la rendre structurante dans le processus et non plus nécessairement structurelle dans l'ossature, je trouve que ça c'est quand même malgré tout un décalage qui est un pied de nez assez fort et une liberté même par rapport à, voilà, à une espèce de rationalité établie et que ça devient un objet peut-être strictement spatial par moment, pas tout le temps, mais strictement spatial possiblement, ou en tout cas plus nécessairement structurel, même si ça l'est dans certains cas aussi, bien entendu. Ça, je trouve très intéressant. Parce que c'est une fois de plus la capacité de manipuler un objet que vous avez peut-être vu et qu'on voit tous chez plein de personnes, et donc et en même temps, dans un rêve un peu éveillé, et ben, se dissocier malgré toutes ces références et de faire vôtre de cet objet-là. Et ça, je trouve que moi, je trouve ça particulièrement intéressant. Toujours, je rapporte ça un peu à ma sauce de la libération de l'objet, mais de cette capacité à prendre des choses et à changer leur destin. Et je trouve que ce côté un peu, voilà, de prendre un urinoir et de changer son destin, voilà, cet acte d'artiste très fort, très libre, très détaché, révolutionnaire même chez certains écologistes. Voilà, je trouve que c'est intéressant et je le raccroche à ça, moi. C'est-à-dire que on prend un objet qui est du quotidien ou de l'ordinaire du monde de l'architecture, donc c'est un autre champ de référence, mais ça reste un objet ordinaire, la colonne. Et en fait, je trouve que cette métamorphose un peu et cette recalcul de trajectoire par rapport à ce qu'était la colonne et ce qu'elle pourrait être maintenant, je trouve ça assez fort. D'ailleurs, sur le projet, si on a encore un peu de temps pour une question courte. Ouais, je t'en prie, vas-y Nicolas, bien sûr. Sur le projet, donc le premier que vous avez présenté, je crois, avec la maison, avec la colonne au milieu du grand espace, avec les 3 chambres dans les coins, est-ce qu'il y a volontairement, en fait, qu'est-ce qui explique le geste des 15 cm de décalage au plafond? Parce que moi, quand vous montrez ce projet, je le vois un peu comme une sorte de recherche de l'ambiguïté. Ça m'évoque un peu, de loin, mais ça me fait penser au pavillon de Barcelone, où en fait la structure elle est élevée classiquement par la grille métallique, et où en fait on ne sait pas trop entre les murs et la structure de fines colonnes métalliques qu'est-ce qu'ils portent. Et en fait cette ambiguïté crée peut-être une tension entre est-ce que c'est un système de murs, de voiles, le mur en onyx, etc., qui porte, ou les petites colonnettes, ou les deux. Et là c'est un peu la même chose, vous dissimulez au final la structure porteuse dans les murs.
mais cette colonne existe au milieu, mais en même temps, on comprend par le décalage qu'elle ne porte pas. En tout cas, moi, ça m'évoque le même genre d'ambiguïté. Est-ce que vous avez des mots, est-ce que vous recherchez l'ambiguïté, vous recherchez pas le trompe-l'œil, mais est-ce qu'il y a vous voulez créer du phénomène spatial en utilisant justement un archétype de la colonne, mais qui est détourné de sa fonction porteuse? Oui, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est de l'ambiguïté, mais il y a certainement la volonté consciente de provoquer un petit peu, ou de dire, OK... Parce que ce qui est intéressant avec la raison pour laquelle on a jaugé ces 15 cm, c'est aussi qu'il fallait pour nous que vraiment, quand on entre dans cet espace, ça se ressente comme une colonne qui porte. Et les 15 cm, c'est vraiment la dimension qui nous semblait la plus adéquate pour vraiment les gens, je veux dire, les gens qui ne connaissent pas le projet, quand ils entrent dans l'espace, il leur faut vraiment quelques minutes avant de réaliser que la colonne ne touche pas le plafond. C'est un peu ça le tour de magie, entre guillemets. Mais, donc, oui, ça nous semble important qu'il y ait une petite forme de provocation là-dedans. Je crois que, et d'ailleurs, c'est, comment dire, faire passer ça à des clients qui, je tiens à préciser peut-être, ça me semble important que aucun de nos clients, à peu de choses près, n'a de véritable intérêt pour l'architecture en tant que, enfin, je veux dire, ne vient pour nous parce qu'ils ont envie d'architecture. C'est vraiment des gens parfaitement ordinaires, au sens où ils veulent une maison, point. Et donc, faire passer ce genre de choses dans ce genre de contexte, c'est ça qu'on trouve intéressant. C'est aussi là que vient C'est un peu pour ça que j'ai appelé ça fiction in vivo. Il y a comment dire, une colonne qui ne touche pas le plafond dans une maison d'artiste conceptuelle, ça s'entend facilement et ça me choque pas tant que ça, personnellement. Mais dans ce contexte parfaitement ordinaire de gens qui n'ont pas ces aspirations artistiques, ça me semble plus intéressant au fond et plus... ouais. Il s'agit de questionner ce que c'est qu'une maison, ce que c'est qu'une structure. Et je pense que dans ce contexte-là, c'est plus... Enfin, moi, ça me parle plus en tout cas. On pourrait presque dire que dans le cas d'un artiste conceptuel et lettré, la colonne toucherait le plafond. Parce qu'en fait, voilà. l'extraordinaire est déjà dans la manipulation un peu de l'artiste et que c'est une espèce d'équilibre entre l'ordinaire et le merveilleux. Dans le cas d'un client un peu comme ça, lambda, je dis ça, je réagis un peu comme ça, mais c'est peut-être... Oui, non, mais c'est-à-dire qu'au fond, le client n'est pas central dans cette histoire, mais ça me semblait... Mais comment dire, ces provocations-là sont d'autant plus difficiles à mettre en place aussi. Mais je pense aussi qu'elles ont plus de valeur là, j'espère. Mais dans certains cas, c'est difficile. On a des clients... parce que typiquement... comment dire, là, cette maison-là était finie le mois dernier, ils vont emménager maintenant. Maintenant, je suis à 99% convaincu qu'elle va rester, cette colonne. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, je ne l'étais pas, honnêtement. Maintenant, je crois qu'ils sont en train de meubler. Je crois qu'ils sont convaincus qu'il faut la garder. Mais pendant très longtemps, même sur le chantier, même une fois qu'elle a été construite, il y avait cette idée que ça, c'était un truc temporaire et qu'un jour, peut-être, elle allait disparaître. Parce que c'est vraiment pas simple de convaincre de ce genre de choses. Et vous vous ressentez un peu comme des pédagogues, des fois, vis-à-vis de ces gens, justement, qui n'ont peut-être pas... Mais je crois pas que ce soit vraiment de la pédagogie. Je crois que c'est une espèce de... Il s'agit d'introduire un tout petit peu de négativité dans le réel. Quelque chose comme ça, je dirais. Si je voulais utiliser des termes un peu pédants. En fait, il s'agit presque plus de désapprendre, en fait, je crois. Et ça, c'est des choses qui sont, je passe aussi à un autre sujet, qui est la question de la transformation versus le neuf.
j'ai l'impression aussi que, enfin, tu as montré, me semblait-il, peut-être je n'ai pas saisi, mais un seul projet, c'était dans ce festival de musique, qui était un projet plutôt qui n'était pas une transformation. Mhm. Ah, tous les autres étaient des projets de transformation. Non, pas tous. Je crois que j'ai montré. Je crois qu'après la moitié des projets que j'ai montrés sont des nouvelles constructions, mais il y a beaucoup de transformations. En fait, pour dire les choses crûment, je crois qu'on traite les transformations. Pour nous, qu'un projet soit une transformation ou une nouvelle construction, il n'y a pas de différence, en fait, je crois. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il y a des différences d'un point de vue factuel, mais on essaie de faire en sorte que les transformations puissent aisément passer pour des nouvelles constructions. Et en fait, tout doit être. Le fait qu'un projet soit une transformation pour nous, ne justifie pas de faire quelque chose. Enfin, n'implique pas que le projet doit être. Comment dire, doit souligner le fait qu'il y a plusieurs couches. Par exemple, là, je suis dans un espace qui est une transformation, mais au fond, on aurait presque pu le construire neuf, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'était la question. Mais... Non, non, si, c'était un peu ma question, c'est savoir s'il y avait-il des spécificités. C'est-à-dire que c'est vrai que je me suis mal exprimé, c'était simplement le, le seul projet qui semblait neuf, en effet, comme tu le dis, c'était le projet, enfin, qui permettait de poser neuf et transformation, c'était le projet, tu vois, de scène Je dirais musicale. que c'est celui qui est le plus évidemment une nouvelle construction. On va dire. Ouais. Voilà, et c'est exact, c'est ce que je voulais dire, pardon. Et puis, du coup, c'est un peu celui qui, à part les deux façades, qui sont un peu à nouveau des objets rapportés, c'est celui qui a une forme, comment dire, d'unité qui pourrait laisser penser. Alors, est-ce que c'est parce que c'est aussi une fonction bien particulière, qui est un bâtiment qui est ouvert et donc qui n'est pas fermé, donc qui n'a pas de vertu domestique et donc de contingence qui font qu'il faut un clos couvert et fermer les choses. Mais j'ai noté chez celui-là voilà, un assemblage de petits éléments en bois qui, à la fin, fabrique une espèce d'organisme structurel un peu continu, un peu homogène, outre les deux façades qui sont juxtaposées et qui, en plus, tout d'un coup, retrouvent des noms des petits noms un peu particuliers, comme s'il fallait rappeler que les façades restaient des éléments, comment dire, un peu qu'il fallait nommer pour en faire justement des petits objets à part et des projets à part, etc. Mais tout le reste, j'ai le sentiment que ce projet-là, c'était toucher la question de l'unité du tout d'une manière assez différente. C'est pour ça que je me suis dit, bah, tiens, est-ce qu'on n'a qu'à dire que ceux qui sont des transformations, c'est vraiment l'idée du fragment, des objets, et on assemble, et que celui-ci, dans ce que tu as présenté, c'est celui qui pose la question de l'unité, un bâtiment, un organisme total. On colle ces deux façades, mais qu'on pourrait enlever finalement. Voilà, c'est un peu ça que je me suis dit par rapport à ce sujet-là. Non, je pense que c'est assez vrai. Je crois que c'est aussi très lié au type de construction, hein, parce que c'est aussi, Ouais. c'est aussi le fait que pour nous, la construction en bois, c'était quelque chose d'assez nouveau. En fait. On a fait ça 2 fois, enfin, pour des constructions assez un peu du même ordre. Et je crois que ça force un peu à approcher la chose différemment. Puis il y a une forme d'organicité presque nécessaire quand on construit en bois, c'est-à-dire que chaque élément... Une interdépendance entre les voilà, éléments, bien sûr. exact. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour ça aussi, c'est une des choses qu'on a essayé de combattre, entre guillemets, un petit peu avec ces différentes façades et surtout avec l'emploi de la peinture, quoi. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire comment dire, une cathédrale de bois où tout serait le même matériau. Enfin, on voulait essayer justement entre guillemets, de libérer les éléments, les façades. Et ouais, donc bon, il y a... Ouais, je crois qu'il est un peu en tension par rapport à ça. Ouais. Il a un peu un pied dedans, un pied dehors. Mais c'est quelque chose c'est un état qui nous semblait assez intéressant aussi. Enfin, je pense qu'il avait besoin aussi comment dire, il devait être fragile, mais, euh, mais quand même pas suffisamment éclaté pour être timide à côté des autres bâtiments militaires à côté. Il y avait quelque chose comme ça aussi. Mais oui.
J'ai une dernière question peut-être, et puis après on va te libérer. Je ne l'ai pas fait, je m'en suis rendu compte aussi, je n'ai pas rappelé que vous enseignez, que toi tu enseignais dans 3 écoles. Tu m'as dit Genève, Toronto, et j'ai mangé la dernière ville au Portugal, mais tu m'as dit que non, moi, j'enseigne à Genève et Toronto. Genève et Toronto. Voilà. À nous 3, on enseigne dans 3 villes avec Lisbonne aussi. Avec Lisbonne, voilà, c'est ça. Je ne sais plus si c'était Porto, donc Lisbonne. Et question un peu banale, mais comment vous structurez, parce que comment vous structurez un peu cet engagement dans les écoles et votre production. Évidemment, on pourrait dire que ce sont un peu des parallèles très forts, permanents. Et voilà, est-ce que tu peux dire un tout petit mot là-dessus? Je dois dire C'est une question plus pour les étudiants, parce que c'est toujours intéressant de voir un peu la manière qu'ont ce genre de pratique à manipuler un peu les deux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je dois dire que c'est quelque chose, comment dire, on expérimente dans l'enseignement et on n'a pas encore une méthode comment dire, qu'on aimerait, enfin, on est en train d'expérimenter des choses et je ne sais pas encore lesquelles de ces choses vont être reproduites. Mais c'est assez différent d'un cas à l'autre. Par exemple, une des stratégies qu'on a mises en place à Toronto, c'est on a fait un studio d'1 an où la première année, le premier semestre était dédié à une forme de recherche sur, vous allez être surpris, l'architecture japonaise domestique des années 60 à 90 à peu près. Et donc il y a eu... Ouais, en fait, pour nous, c'est très important de partir de références, histoire d'avoir une espèce de langage commun en fait à discuter. Puis ensuite, et d'ailleurs, on est en train de compiler tout ça et c'est en train d'être imprimé. Mais donc, il s'agissait au début de faire une espèce d'overload de ce qu'on pourrait appeler des références, mais il s'agit surtout de voir des choses et d'en discuter. Et donc, il y avait 250 maisons qui ont été regardées par ces étudiants, redessinées, discutées entre eux et présentées les uns aux autres. Et ensuite, ils ont fait des projets. Et ensuite, très naturellement, ces 250 projets qui ont été étudiés deviennent une espèce de langage commun. C'est-à-dire que même des étudiants, en discutant entre eux, se disaient « Ah oui, mais ça pourrait être comme ceci, comme ça. » Et donc ça, c'était une des idées. C'était de voir beaucoup de choses très vite, en fait, au début. Et après, il y a différentes... Genève, par exemple, c'est une école d'architecture d'intérieur, donc c'est un peu différent. Et... mais ouais, je dirais que c'est très difficile pour nous. J'aurais pas envie d'apprendre notre méthode, d'apprendre à faire ce qu'on fait dans le bureau tel quel, quoi. Donc, du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est de passer par des espèces de trianguler avec des choses qu'on peut partager qui sont en dehors du bureau. En quelque sorte. Qui sont, pardon, qui sont en dehors de ce que nous, on fait dans la pratique. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, Ahmed, merci infiniment de nous avoir exposé tout ça. C'était pour ma part. Et puis, voilà, et puis au nom de l'école aussi d'architecture Paris-Est, voilà, qui te remercie aussi beaucoup. Pas d'être venu, mais de t'être présenté, parce que malheureusement. Voilà. Merci beaucoup à toi et à vous tous d'avoir assisté. Okay. À bientôt alors. Merci beaucoup. Toi.